Je vais vous montrer un des outils les plus polyvalents de Duik, le connecteur, qui, comme son nom l'indique, sert à connecter des choses entre elles pour automatiser toutes sortes de mouvements. Alors je vais vous montrer l'usage le plus simple. Par exemple ici, ce carré, on veut animer à la fois la position, la rotation et l'échelle pour que, par exemple, ils partent d'un coin et on ait une petite anime. Ça, c'est une seule animation, et pour la contrôler de manière plus simple, si jamais on doit faire des modifications, pour faire les interpolations qui doivent rester synchronisées, tout ça, on peut très simplement prendre toutes les clés qui composent cette anime et cliquer sur le bouton connecteur. En faisant juste ça, alors on a toujours la même chose, mais on a maintenant dans les effets l'effet connecteur, qui est en fait une propriété qui est connectée aux trois autres et qui permet de contrôler les trois en même temps, à la fois, et donc on peut, avec ces clés qui sont un simple pourcentage, placer l'animation où on veut, la retimer, et surtout venir changer l'interpolation en gardant bien synchro les trois animations qu'on a faites. Et donc on peut comme ça connecter autant d'animations qu'on veut. Alors ici, j'ai pris 3 animations sur un calque unique, mais on peut comme ça en contrôler autant qu'on veut sur autant de calques, et y compris à travers des précompositions si on a besoin. La connexion se fait dans tous les cas possibles. Vous voyez, ici je contrôle bien l'animation des 3 propriétés ensemble à la fois, très facilement. Donc ça c'est le principe de ce connecteur, et donc on peut comme ça créer des propriétés qui vont en contrôler d'autres. Ça c'est l'usage très simple, où on veut aller vite et pour contrôler un tas de propriétés avec un simple curseur qui va de 0 à 100%. Si on veut, en passant par les options, on a plein d'autres possibilités de création, de contrôle, ce que je vais vous montrer là tout de suite. Par exemple, allons dans l'ordre, on a les curseurs. Alors les curseurs, qu'ils soient simples en 2 dimensions ou les angles, c'est la première ligne ici, permettent d'animer très facilement le déplacement d'objets. On les utilise pas mal, par exemple, pour faire des animations de tête qui tournent sur tous les axes possibles. Alors, je vais utiliser par exemple ce curseur simple pour faire une animation de la main de ce personnage qui s'ouvre et qui se ferme. Donc, évidemment, on a besoin de l'animation en question. Pour ça, ici, avec cet exemple, je vais simplement prendre le calque de la main correspondant et le transformer en calque de forme ici, pour pouvoir animer les tracés directement dessus, et animer cette main qui s'ouvre et qui se ferme en animant les tracés très simplement. Voilà, et une fois qu'on a fait notre animation, alors on est prêt à utiliser le connecteur pour avoir un contrôle pour animer cette ouverture-fermeture de main comme on veut. Dans mon panneau du connecteur, je passe donc par les options, et je clique sur le bouton curseur pour créer mon curseur, que je peux placer où je veux dans la compo en sélectionnant bien le calque de derrière, l'arrière-plan, et en fait, c'est le point au milieu qu'on va animer. Donc tout est préparé automatiquement ici, côté panneau Duik, parce que j'ai créé un curseur que Duik connaît, j'ai besoin de toucher à rien, je peux aller tout de suite dans le panneau suivant, et là, je vais sélectionner les propriétés à contrôler, et cliquer sur connecter les propriétés, tout simplement. Et cette simple manip fait que mon curseur connecte l'ouverture et la fermeture de la main. Voilà comment on utilise ce curseur, et donc on a aussi la possibilité de créer des curseurs en 2 dimensions, qu'on pourrait appeler des joysticks, qui vont permettre de faire exactement les mêmes choses, à ceci près, que on va pouvoir connecter l'axe vertical à une animation et l'axe horizontal à une autre animation très très simplement. C'est là où c'est pratique pour faire un turn de tête, où une animation tourne la tête de gauche à droite et une autre animation de haut en bas, et ici, avec ce genre de contrôle, on peut tourner facilement dans tous les sens. Alors je vais vous montrer ça sur un exemple très simple, en revenant sur mon carré, où on va pouvoir ici créer dans cette compo-là notre curseur à 2 dimensions, qu'on va mettre un peu sur le côté. Et puis ici, je vais faire une animation dans la position, et puis une animation dans la rotation. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est connecter l'axe horizontal de mon curseur à la rotation, par exemple. Et puis ensuite, on pourra connecter l'axe vertical à la position. Alors pour faire cette nouvelle connexion, je sélectionne bien mon curseur, et puis je reviens dans le connecteur ici, sauf que là je vais pas cliquer sur curseur pour en créer un nouveau, je vais utiliser celui qui existe, donc je vais faire le bouton en bas à droite, choisir ce contrôle-là, qui est déjà un contrôle existant. Et je n'ai qu'à changer l'axe pour passer en Y cette fois-ci, puisque c'est bien la connexion Y qu'on va connecter. Alors attention, quand vous sélectionnez le curseur, à ne pas l'avoir déplacé, sinon c'est la position qui est sélectionnée. Cliquez bien sur le nom du calque ici,
pour venir ici, au moment de choisir le contrôle, que Duik comprenne bien que ce qu'on veut, c'est le curseur lui-même, et pas simplement sa position, mais vraiment tout l'objet. Donc il faut bien cliquer, le sélectionner dans la timeline, et non pas dans la vue, sinon c'est la position qui risque d'être sélectionnée, et juste la position. Et donc, je prends l'axe Y, on a dit, les valeurs minimum maximum vont de moins 100 à 100 sur les curseurs comme ça. Donc si jamais Duik ne met pas ces valeurs automatiquement, choisissez vous-même la valeur de moins 100 à 100 sur l'axe vertical, donc. Et puis je prends la position de mon cube pour la connecter. Et voilà, en ayant fait ces deux connexions, alors verticalement, je contrôle la position du cube, et horizontalement, sa rotation. Si jamais j'ai connecté à l'envers, comme c'est le cas là, quand je monte, le cube descend, le plus simple, c'est simplement d'inverser les images clés ici, pour remettre dans le bon sens. Et là, voilà, et du coup mon curseur commande les deux propriétés à la fois. Voilà, donc ça c'est les curseurs, et il y en a un dernier, qui est l'angle, qui est sensiblement la même chose. Si je crée un contrôleur pour un angle ici, voilà, alors c'est un curseur qu'on va utiliser ici, dont on va utiliser la rotation, pour contrôler ce qu'on veut. Ça revient au même, par exemple, si j'utilise cette rotation ici, cet angle, pour contrôler l'opacité de mon cube, pourquoi pas, hein. J'ai juste à mettre mes deux clés d'opacité ici. Et ici, c'est déjà présélectionné puisque je viens de le créer. Suivant, je vais connecter cette opacité à cet angle ici, et du coup, quand je prends l'angle, et que je tourne, alors je change l'opacité. Voilà, c'est une autre façon d'animer qui est pas mal visuellement, et puis c'est pratique, les rotations sont des valeurs qui sont pratiques à utiliser dans la ligne temporelle, donc pourquoi pas utiliser ça, notamment pour quelque chose qui boucle, c'est-à-dire que vous voyez qu'on revient à la valeur d'origine, une fois par tour, donc ça peut être intéressant, pour quelque chose qui doit venir boucler automatiquement, parce que, en fait, le connecteur ignore le nombre de tours et connecte uniquement la valeur de 0 à 360. Donc, par exemple, si mon animation d'opacité faisait une boucle, allait à 0 puis revenait à 100, alors pour modifier quelque chose de déjà connecté, il suffit de désactiver l'expression temporairement, et donc ici, je refais mon animation d'opacité, de manière à passer de 100 à 0 pour revenir à 100, et je réactive le connecteur en réactivant l'expression, tout simplement. Alors là, du coup, ici, mon curseur, je peux animer la boucle très facilement en continuant à tourner, voilà, tout simplement, en ayant une valeur qui continue, et qui ignore le nombre de tours pour faire la connexion. Il connecte vraiment comme ça de 0 à 360. Donc le curseur angle peut être pratique pour ce genre de choses, qui sont cycliques. On a ensuite un objet très particulier pour les connexions, qui est l'expose transform, exposer les transformations. Si je voulais très facilement utiliser des transformations de ces deux objets l'un par rapport à l'autre, quel que soit leur lien de parenté, par exemple, si je voulais connecter quelque chose à la distance entre ces deux objets, je vais par exemple mettre un troisième objet au centre, et ce troisième objet, je vais animer son opacité. Je vais pouvoir en fait facilement connecter l'opacité de cet objet-là à la distance entre les deux autres. Si je prends ici mes objets, et je viens dans mon connecteur cliquer sur exposer les transformations. Alors, j'ai mon objet ici qui a été créé, qui se compose en fait simplement d'un calque, qui va nous donner toutes sortes de mesures entre deux calques, le target layer et le calque de référence, qui par défaut est le parent, ou bien dont je peux choisir un autre. Donc ici, la target c'est le polygone, on va dire que la référence c'est le rectangle, et décocher utiliser le parent. Et du coup ici, je vais pouvoir placer mon objet ici où je veux, on voit qu'il va mesurer toutes sortes de choses, et on a des repères ici. Ce qui m'intéresse ici dans l'exemple, c'est qu'il mesure la distance, dans 2D positions, il mesure la distance entre les deux calques que j'ai choisis, et quand ces calques se déplacent, alors mon objet ici évalue bien, me donne bien en direct la distance entre les deux. J'ai aussi les angles entre les deux, j'ai toutes sortes de choses. Par exemple, ici, j'ai l'angle formé par l'objet et les deux objets ici, donc on a la mesure de cet angle ici, c'est celle-ci, et on a les orientations des deux objets, l'un par rapport à l'autre, on a vraiment comme ça toutes sortes d'informations qui peuvent être très utiles. Je peux masquer des guides si j'en ai plus besoin et garder cet objet-là. Et une fois que j'ai fait ça, du coup, ici, dans mon connecteur, je vais dire que je veux connecter, c'est ce qui est choisi par défaut parce que c'est le plus courant, je veux connecter la distance entre les deux calques à l'opacité du cercle. J'ai bien la distance, je dois juste choisir une valeur minimale et maximale de distance pour que la connexion fonctionne. Donc la distance maximale, on va dire que c'est ici, c'est 666. Et la distance minimale, celle à laquelle mon cercle va changer d'opacité, on va dire ici c'est 200, j'ai juste à regarder les valeurs. Voilà. Et je peux, suivant, connecter les images clés d'opacité que j'ai créées, et maintenant, automatiquement,
mon objet change en fonction de la distance des deux autres. Quel que soit ce que je fais avec eux, quelle que soit leur parenté, la distance étant mesurée par mon objet ici, ma règle, qui mesure toutes sortes de choses dans la composition, et notamment entre deux calques donnés. Si, encore une fois, j'ai inversé les valeurs, je peux simplement inverser les images clés ici, et comme ça, mon objet devient transparent quand les deux autres se rapprochent. Donc voilà, ça c'est un outil qu'on utilise peu, dont on oublie presque l'existence, mais qui peut être bien pratique aussi pour les gens qui écrivent leurs expressions, parce qu'il va pouvoir nous donner les distances, les coordonnées de calques les uns par rapport aux autres, quel que soit leur lien de parenté, quel que soit ce qui se passe et quelle que soit l'animation, et les angles entre les calques, qui sont des choses pas évidentes à calculer. Donc là, on a toutes ces infos-là qui sont disponibles, ça c'est cet objet exposé, les transformations qui fait ça. On a ensuite la possibilité de créer des listes de calques dans ce connecteur. Donc toujours sur le même principe, on va créer un contrôle qui va être la liste, justement, qui va permettre de contrôler autre chose. Je viens ici sur cet exemple ici où j'ai ce petit robot. Ce petit robot, en fait, a plusieurs bouches possibles. Ici, si je regarde dans mes calques, j'ai plein de formes de bouches différentes. Et donc je vais pouvoir, pour changer la forme des bouches, par exemple, créer une liste de calques. Et donc je peux mettre ma liste sur ce contrôleur-là, par exemple. Donc je sélectionne mon calque de contrôleur et je vais dire à mon connecteur que je veux créer une liste de calques là-dessus. Alors il me prépare ce qu'il faut, et je vais pouvoir très simplement aller dans les bouches, sélectionner tous les calques, et cliquer sur « Connecter ». Et le simple fait de faire ça fait que sur mon contrôleur, j'ai maintenant la liste de calques avec leur nom, et je peux comme ça très facilement choisir, et c'est animable hein, bien sûr, le calque, choisir la bouche à afficher. Donc ça utilise vraiment les noms des calques, c'est vraiment tout bête, et très 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 pratique. Donc ça c'est la liste de calques. L'effecteur est un autre outil qui peut être bien pratique, qui sert à plein de choses différentes. Je vous montre simplement le principe ici, en créant un petit carré comme ça. Et ce petit carré, je vais venir animer, par exemple, sa couleur, et puis sa rotation. Et ce carré, eh bien, je vais le dupliquer, plein de fois. J'en ai donc maintenant ici 40. Alors ces 40 carrés, pour qu'on les voit, je vais les disperser. Alors pour ça, je vais venir simplement sélectionner leur position, et je vais utiliser dans Duik, dans le panneau des automatisations, on a la possibilité de mettre des valeurs aléatoires dans les propriétés sélectionnées. Donc ici, dans mes valeurs de position, je vais juste rapidement disperser ces valeurs. Voilà. Et c'est là que mon connecteur entre en jeu avec son mode effecteur. Donc je vais prendre toutes les clés, toutes les propriétés que j'ai animées, et revenir dans mon panneau des contraintes, dans mon panneau de connecteur, cliquer sur effecteur. Et voilà, on comprend tout de suite comment ça marche, ça me crée un calque en haut de la composition, qui, quand je le déplace, vient utiliser l'animation, les clés d'animation qu'on a fait, pour contrôler tout ça. Alors là où c'est super intéressant, c'est qu'évidemment on peut régler le diamètre de l'effecteur, intérieur et extérieur, pour avoir une transition. On peut changer la forme, par défaut ici c'est un cercle. Si on le souhaite, on peut très bien changer cet effecteur pour être plutôt une ligne, et à ce moment-là c'est une ligne infinie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de limite, mais qu'on peut complètement tourner, et de la même manière on peut venir régler la zone de transition. Donc on peut comme ça très facilement contrôler tout un tas de calques en fonction de leur emplacement dans une compo, ou si on fait un lien de parenté avec l'effecteur, on peut du coup utiliser ça pour connecter une distance, encore une fois, on peut faire plein de choses. Et puis pour aller encore plus loin, on peut même utiliser une forme prédéfinie, plutôt que une ligne ou un cercle. Alors par défaut, c'est un carré, et en fait, quand on est en forme prédéfinie, alors on peut, dans l'effecteur, simplement modifier cette forme, pour avoir la forme qu'on souhaite, comme on souhaite, précise, et on va pouvoir régler, pareil, une zone de dégradé, un peu comme si on faisait un masque, vraiment, et on peut soit animer cette forme, soit jouer avec le déplacement de l'effecteur, pour le mettre où on le souhaite. Donc là, c'est pareil, c'est encore un outil très 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 puissant. Alors attention, en forme prédéfinie, les performances sont un peu plus réduites. Après, on peut l'utiliser pour contrôler une seule animation, et pas une quarantaine de calques, c'est pas forcément pour un usage avec beaucoup de choses, mais en gros, c'est tout ce qui est spatial, ça va permettre de contrôler des animations en fonction des emplacements des calques, dans une zone bien précise, c'est-à-dire que là je le fais en déplaçant l'effecteur, on peut aussi, sinon, avoir une zone de la composition où on veut que les calques changent d'apparence quand ils vont dedans, et simplement en prenant un calque, quand mon calque se déplace et arrive dans la zone, alors il change, et il rechange en sortant de la zone. Donc on peut l'utiliser comme ça aussi sur un seul calque, c'est vraiment une notion d'emplacement par rapport au calque qui sert d'effecteur, quelle que soit sa forme finalement. En mode texture, c'est très semblable, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'utiliser des formes vectorielles pour contrôler, on va utiliser une image, une texture. Si par exemple je crée une image noir et blanc toute simple,
par exemple avec un damier. Je vais supprimer l'effecteur qu'on avait fait. Je vais sélectionner cette texture noir et blanc qu'on a prévue, et cliquer cette fois-ci sur choisir la texture. Donc le calque de texture est choisi, et je vais maintenant plus qu'à connecter aux propriétés, et je vais reprendre les mêmes que celles de notre effecteur spatial de juste avant, qui ont des erreurs d'expression parce qu'on a supprimé l'effecteur justement, mais c'est pas grave puisque ça va être remplacé par le nouveau, et je vais connecter ces propriétés. Donc Duik va remplacer par la nouvelle expression de connector. Mes calques changent maintenant en fonction de la texture qui est derrière, c'est-à-dire que sur un carré blanc, je suis sur une valeur, sur un carré noir, je suis sur une autre valeur. Et donc c'est bien l'image qu'on a choisie qui va modifier, qui va contrôler mon animation cette fois-ci. On peut régler ici le canal qu'on utilise par défaut, c'est sur la luminosité, c'est le plus courant. Et puis surtout, ça marchera, évidemment, ici on a des valeurs noires et blancs, mais si par exemple je vais mettre du flou sur ce damier, vous allez voir que les valeurs de gris permettent de contrôler l'animation. Alors faites juste bien attention que votre image noir et blanc, pensez à la précomposer si jamais c'est un calque de forme, pour que ça fonctionne correctement. Il vaut mieux précomposer d'abord pour que l'image soit bien prise en compte correctement. On a la possibilité aussi d'utiliser non plus une image pour contrôler des animations, mais de l'audio. Par exemple ici, j'ai une compo prévue avec un carré et un petit son que je vous fais écouter. Alors ça s'appelle Chibi Ninja par Eric Skiff sous licence Creative Commons. Et en fait, on va pouvoir utiliser ce son pour contrôler notre carré. Par exemple, si je veux qu'il saute un petit peu avec certains sons, je vais animer simplement sa position verticale. Et puis si je veux qu'avec d'autres sons, par exemple, il tourne, ou bien il change de couleur, tout est possible, je vais préparer une petite animation de rotation. Et puis, pourquoi pas animer sa couleur aussi pendant qu'on y est. Alors, je vais pouvoir simplement prendre ici mon calque audio, et cliquer sur « Choisir l'audio » dans le connecteur. Comme d'habitude, il setup tout, il prépare tout, et puis maintenant je vais choisir les propriétés que je veux contrôler. Alors j'ai deux animations différentes, le saut, et puis la rotation et la couleur, qu'on va connecter ensemble. Je vais d'abord faire le saut, donc je vais prendre la position ici, et je vais connecter la position. Pour l'instant, il se passe rien au niveau de la position, parce que je vais devoir maintenant aller régler ce connecteur en allant dans la précomposition qui a été créée automatiquement, qui est la compo qui me permet de contrôler ça. Comment ça marche? Duik me crée un spectre, avec deux petits contrôleurs. Le haut-parleur et le contrôleur qui permet de régler la façon dont on va analyser l'audio. Donc ça, par exemple, ici, je vois que mon spectre est coincé en bas de l'image, je vais pouvoir augmenter l'amplitude. Ça dépend vraiment du son que vous utilisez. Voilà, j'utilise l'amplitude pour avoir quelque chose de bien plus visible. Et je vais simplement venir placer l'oreille sur le son que je veux. Donc c'est un spectre audio, donc on va voir qu'on a les différentes notes qui s'affichent. Et donc je vais pouvoir, par exemple, ici, venir placer l'oreille sur un son que je choisis, pour faire sauter le cube sur cette note précisément, à chaque fois que ça arrive. Et le simple fait de faire ça, fait que, sur cette note-là, le cube va sauter. Et je vais évidemment pouvoir régler la dynamique de saut, c'est-à-dire que là il est très très rapide. Si je reviens dans ma compo de réglage du son, alors ici je vais pouvoir demander simplement plus de lissage, et ça fait qu'on va avoir une transition plus longue dans le saut. Voilà, on a bien lissé ce mouvement. Enfin, pareil, pour continuer à régler ça un petit peu, on voit que le connecteur est assez précis, c'est-à-dire que le cube ne saute bien que sur une note bien définie. Et dès qu'on est un peu plus aigu, il saute plus, tout simplement parce que les notes sont en dehors. Si on voulait qu'il saute sur une quantité de notes un peu plus large, sur une gamme de fréquences plus large, alors on pourrait venir simplement, sur le calque de spectre audio ici, venir ajouter un effet de flou. Attention, pour que ça marche, comme c'est un calque de forme, il faut décocher la case, répéter les pixels, et on va flouter ça à l'horizontale uniquement, pour avoir une zone plus large, et je vais placer l'oreille, le détecteur, à peu près au milieu des notes qui m'intéressent. Et comme ça, mon cube va sauter sur une gamme plus large de notes. Voilà qui permet de synchroniser très facilement des animations à de la musique très précisément. Et donc, pour ma rotation et ma couleur, on va pouvoir par exemple faire un autre connecteur, je vais reprendre le son, et je vais venir, connecteur, recliquer sur audio, et sélectionner cette fois-ci la rotation et la couleur, connectée, et pouvoir faire les réglages dans cette deuxième compo qui a été ajoutée. Et puis ce qui m'intéresse, c'est la partie plus grave, donc je peux aussi éventuellement, pourquoi pas, changer la gamme de fréquences sur laquelle on travaille, voilà, pour isoler la zone qui m'intéresse du spectre et avoir plus de précision dans mon travail.
Voilà, on peut comme ça facilement connecter une animation à un son en étant précis sur le son qu'on veut utiliser, et surtout le placer visuellement, ce qui aide beaucoup, ce qui permet de faciliter le travail de cette connexion. Et enfin, pour vous montrer un dernier exemple de ce qu'on peut faire avec le connecteur, en venant choisir un contrôle différent, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de créer, jusqu'à maintenant on a créé des contrôleurs pour connecter quelque chose, on peut aussi utiliser un contrôleur existant. Je reviens sur mon personnage ici, je vais isoler son bras droit, et faire un petit rig très rapidement. Voilà. Et en fait, je vais pouvoir utiliser le connecteur très facilement pour corriger la forme de ce bras quand il plie, parce que ici, à la manière dont j'ai placé les pivots, et puis la manière dont le design est fait, la forme du bras est pas terrible quand le bras se plie, et pareil, quand je tire dessus pour l'allonger, on pourrait améliorer ça. Et donc, en fait, je vais utiliser le connecteur pour ça. Alors, très simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans un premier temps, faire une petite animation pour, à la main, améliorer tout ça. Donc, j'anime la position de mon contrôleur, voilà, pour voir bien ce qui se passe, et je vais venir simplement eh bien, changer la forme de ces calques pour que ça fonctionne. Alors pour changer la forme, je vais déjà transformer ces calques Illustrator en calques de forme After Effects. Voilà. Ce qui me permet d'animer les tracés directement. Et alors ce qui est pas mal, c'est que c'est non seulement pour corriger, mais je peux même changer la forme du bras. Si je veux que sa forme change un petit peu, par exemple que le bras gonfle un peu quand il plie, ou ajouter des plis de vêtements, ou je peux vraiment faire tout ce que je veux comme animation qui va être liée au mouvement de mon contrôleur. Et si j'ai besoin d'ajouter des clés intermédiaires, il n'y a pas de souci, on peut vraiment faire l'animation aussi détaillée qu'on le souhaite, aller aussi loin dans le détail qu'on le souhaite, pour que ça fonctionne. La seule toute petite contrainte, c'est qu'il faut que toutes les animations fassent exactement la même durée. J'ai juste à faire attention à bien mettre une image clé à la fin et au début sur toutes les propriétés que j'anime, pour ajuster si jamais j'ai besoin. Ce qui me permet de dessiner un coude vraiment comme j'en ai envie, et j'ai juste à vérifier que dans le mouvement, tout se passe comme je veux, et si c'est pas le cas, utiliser simplement, ajouter des images clés, pour améliorer la forme comme j'en ai envie. Et j'ai plus qu'à connecter à ce dont j'ai besoin. Ici, je veux pas connecter à la position du contrôleur exactement, c'est pas la position que je dois sélectionner, tout simplement parce que ce qui fait cette déformation, c'est pas spécialement la position du contrôleur. Si j'animais en FK, ça pourrait être des rotations, ça peut être d'autres choses. Donc ce que je vais sélectionner, c'est bien le calque lui-même, et comme c'est un contrôleur de bras, Duik va comprendre que ce que je veux, c'est vraiment connecter le bras lui-même à mes propriétés. Donc je prends juste le calque du contrôleur, et je viens ici choisir le contrôle dans mon connecteur. Il détecte qu'il y a un IK là-dessus, il me propose par défaut la longueur de l'IK, c'est-à-dire la distance entre l'épaule et la main, c'est exactement ce que je veux, c'est ça qui va contrôler la forme du bras, c'est la distance entre l'épaule et la main. C'est la valeur, il détecte pour moi les valeurs minimales et maximales parce que j'ai fait une petite animation, et donc je peux sélectionner ici les propriétés à contrôler, et suivant, les connecter, tout simplement. Et ayant fait ça, alors, maintenant, je garde bien les clés sur les esclaves, sur les propriétés contrôlées parce que Duik en a besoin pour manier tout ça, c'est des animations qui sont connectées. Par contre, sur le contrôleur, qui me sert, moi, la véritable animation, je peux décocher l'animation, je peux enlever les clés, il n'y en a pas besoin, pour faire l'animation dont j'ai besoin, et en fait, maintenant, quoi que je fasse avec le bras, automatiquement, la forme s'adapte à ce contrôleur. Et on va pouvoir utiliser la même technique pour le stretch du bras. Je vais commencer par placer une clé sur mon contrôleur, faire une petite animation du bras qui s'étire. Pour ça, je vais pas m'embêter ici, je vais simplement venir chercher les propriétés de transformation des groupes de ce calque de forme. Pour faire ça, je vais même ajouter un groupe pour avoir une échelle à animer pour déformer ça très facilement. Et encore une fois, je vais ici afficher mes animations. Alors attention, il y a une animation qui servait à la connexion quand le bras plie, j'ai une nouvelle animation quand le bras s'étire. Pour pas mélanger, ce que je peux faire, c'est déplacer les images clés dans la ligne temporelle, par exemple. Voire, ce qui est pas mal, c'est d'utiliser les labels de couleurs sur ces images clés pour facilement les différencier en prenant des couleurs différentes, ce qui aide aussi à les sélectionner après. Choisissez juste des couleurs bien différentes pour les différencier. Et puis comme ça, je peux prendre mon contrôleur, je reviens faire un nouveau connecteur, je choisis le contrôle, en sélectionnant bien, on a dit, le calque et non pas sa position, et là, je vais pouvoir faire ma connexion. Et on voit que j'ai déjà tout prévu, les deux valeurs de stretch, upper et lower, c'est-à-dire pour la partie haute, le bras, et la partie basse, l'avant-bras. Donc je vais d'abord faire la partie haute, et je vais venir sélectionner
donc l'animation de la partie haute du bras, c'est-à-dire le bras lui-même ici, prendre les clés, suivant, et connecter. Et puis je vais recommencer pour la partie basse, ici, je prends bien le calque, et cette fois-ci, la partie basse de stretch, que je vais connecter à l'animation du stretch pour l'avant-bras cette fois-ci. Voilà. Et là, je peux enlever les clés de référence que j'avais mis sur le contrôleur. Maintenant, mon contrôleur, quand je plie et quand je tire, j'ai bien la possibilité ici d'animer correctement mon bras. Le connecteur est vraiment un outil très polyvalent à utiliser dès qu'on a un système de cause-conséquence, de choses qui en entraînent une autre, de cause et d'effet. Voilà, dans plein de cas différents il peut servir, à savoir qu'il va arriver des fois où vous avez plusieurs maîtres pour un seul esclave, c'est-à-dire vous avez plusieurs connecteurs qui vont contrôler la même propriété. À ce moment-là, vous pouvez utiliser la liste du hic pour multiplier le nombre de connexions sur une même propriété. Quand on ajoute la liste dans une propriété, quelle que soit la propriété, par exemple ici la position, dans laquelle j'ai déjà des images clés et une expression, si j'ajoute la liste, alors, dans la position, j'ai maintenant la liste et c'est plus là qu'on travaille, mais du hic m'ajoute dans les effets une liste de positions, avec 5 possibilités de connexions différentes, au moins. La première, c'est là du qui a transféré les clés et l'expression qui étaient déjà dans la position quand j'ai créé la liste, et du coup j'ai un deuxième emplacement qui permet de contrôler la position et de faire une deuxième connexion, une deuxième expression, de cumuler les choses. Et je peux faire ça comme ça 5 fois, voire plus, si j'ai besoin d'en faire encore plus, j'ai qu'à dupliquer l'effet, et là j'ai 10 emplacements différents, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très pratique pour faire de multiples connexions si on a besoin. À noter que la liste ne fonctionne pas sur les tracés de Bézier, mais si on a un tracé de Bézier, on peut utiliser les épingles de Duic pour que ce ne soit plus un tracé, mais des calques qu'on contrôle, et les calques peuvent recevoir des listes et des liens de parenté classiques, donc on peut vraiment faire toutes les connexions qu'on veut grâce à la liste et aux épingles. On peut multiplier les connexions sur un même objet, sur une même propriété, on peut vraiment faire plein de choses. Et on va voir dans un tutoriel futur que, en plus, ça s'utilise aussi très bien avec le nouveau Keymorph de Duic Angela, qui est encore un autre moyen de connecter et de contrôler les propriétés, et en particulier les tracés de Bézier, mais pas que. Mais ça, ce sera le sujet du Keymorph en particulier, où on reparlera un peu du connecteur pour expliquer comment les deux peuvent se combiner. On va maintenant faire le rig de la tête du personnage en utilisant beaucoup le connecteur de Duic, donc je vous montre un petit peu ce qu'on va faire. Alors déjà, on va faire un contrôleur comme ça, qui permet de tourner la tête en fausse 3D sur 2 axes à la fois. On a évidemment de quoi placer les yeux, cligner, avec un contrôleur individuel pour chaque paupière si on veut désymétriser un petit peu. Un contrôleur ici pour contrôler facilement les 2 paupières à la fois. De quoi placer précisément la bouche. Et sélectionner la forme de bouche qu'on veut. Pour préparer le rig de ce visage, je ne vais pas tout de suite aller dans After Effects, mais je vais vous montrer d'abord rapidement comment je prépare le sélecteur pour les bouches. Alors ici, je suis dans Krita et non pas Photoshop, mais les deux logiciels sont très semblables, la technique sera la même, simplement je préfère largement utiliser Krita, que je trouve bien plus performant que Photoshop, au-delà du fait qu'il est libre et gratuit, donc ça va être un logiciel que je recommande chaudement à tout le monde. Et pour utiliser les fichiers Krita dans After Effects, il suffit de les exporter au format Photoshop, ce qui marche très bien. Donc ici, pour les bouches, si je regarde dans mes calques, j'ai un groupe pour les bouches, avec ici toutes les bouches qui sont affichées les unes sur les autres. Et en fait, pour faire mon sélecteur, je vais simplement partir de ce groupe, donc je vais le dupliquer, et je vais ramener ça tout en haut avec les contrôleurs. Je vais pouvoir déplacer ce groupe ici. Le truc important à savoir pour que ça fonctionne bien comme sélecteur dans After Effects, c'est qu'il faut que cette grille utilise des emplacements bien carrés. Donc juste pour être sûr de mon coup, je vais rapidement créer cette grille. Alors j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emplacements, donc 8. On va faire 2 colonnes de 4. Et je vais juste me faire un repère de grille pour être sûr de les placer correctement. Et puis, je vais répartir les bouches dans cette grille. Et l'emplacement vide tombe bien, on pourra l'utiliser pour faire en sorte de ne pas voir les bouches à un moment. Maintenant que j'ai fait ça, je vais simplement dessiner, pour que ce soit plus joli, une grille en dessous, bien que ce soit loin d'être nécessaire, c'est juste pour que ça rende mieux. Et donc, cette grille de sélection, ça va être juste un repère, donc je vais simplement pouvoir fusionner tout ça.
pour en faire un seul calque repère, que je vais renommer ici. Et puis, j'ai besoin du contrôleur réellement, qui va être un calque au-dessus. Je vais venir chercher la couleur des autres. Je vais simplement dessiner le calque que je veux utiliser comme sélecteur. Alors, ça peut être ce qu'on veut, ça peut être un cadre autour. Après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est faire un carré par-dessus, et utiliser un mode de fusion pour faire la sélection. Je trouve ça encore plus rigolo, encore plus sympa. Et comme ça, pour animer, on déplacera ce carré avec son mode de fusion pour sélectionner la bouche voulue. Voilà, par exemple, comment on peut personnaliser les contrôleurs pour sélectionner tout ça, de manière très très simple. Et puis, pour After Effects, c'est vraiment pas lourd, c'est même plus léger que les contrôleurs en calque de forme, donc il ne faut pas hésiter à personnaliser ces contrôleurs comme on a besoin, comme on a envie. Voilà. Et je vais pouvoir maintenant simplement exporter, c'est ce que je vous disais, ce document au format Photoshop pour l'utiliser dans After Effects. Et voilà, on est prêt à retourner dans After, faire le rig de ce visage. Pour apprendre comment faire un rig facial complet comme celui-là, vous pouvez suivre la formation complète et officielle à Duik Angela sur rxlaboratory.org. Voyons le rig de ce bras, qui, si on le faisait de manière simple sans connecteur, aurait plein de problèmes, quel que soit le placement des pivots. Le dessin de ces calques fait que la forme n'est pas bonne quand le bras plie ou quand la main se tourne. Et en fait, on va pouvoir utiliser le connecteur pour, très facilement, avoir un bras beaucoup plus détaillé, avec des déformations beaucoup plus précises. Voici le même bras utilisant le connecteur pour améliorer les formes, et vous voyez sur cette version que quand le bras se tend, le dessin s'adapte de la même manière. Quand le bras va plier, alors le dessin des calques se modifie pour s'adapter à la forme du bras qu'on essaie d'obtenir. On va pouvoir utiliser le connecteur pour riguer ce bras de manière assez avancée en contrôlant un peu tous les détails. Alors, ce bras est composé de calques de forme qui sont précomposés pour pouvoir appliquer le contour blanc à tous ces calques. Donc on va aussi voir comment faire pour riguer ce bras alors qu'il y a une précomposition et les poils qui sont sur un calque à part au-dessus, tout simplement parce qu'ils ne sont pas pris en compte dans le gros contour blanc. Alors on va voir tout ça, je vais juste commencer par faire le rig de base de ce bras en prévoyant un os pour l'épaule, pour que l'animation soit plus détaillée, plus réaliste. Donc je place les pivots de ce bras, pour créer une armature de bras là-dessus, avec bien, on a dit, une épaule. Donc la première chose ici, c'est que j'ai l'habitude de parenter les calques avant de faire l'autorig pour vérifier que tout fonctionne, et ici, le bras étant dans une précomposition, je peux pas utiliser les parentés d'After Effects pour faire les liens, mais je peux utiliser dans le panneau des liens contraintes de Duik, dans la partie parent, la parenté à travers des compositions. Pour faire ça, on commence simplement par sélectionner l'enfant, par exemple ici le calque du bras dans la précomp, et on va aller choisir le parent via le panneau de Duik, tout simplement. Donc la composition qui contient le parent, c'est la composition du bras du rig du bras, et le calque qui va être parent, c'est l'os du bras. Duik crée un nouveau calque, un locator en français, pour pouvoir faire ce lien d'une composition à l'autre. En réalité, ça utilise les expressions ou les propriétés essentielles. Je vais faire pareil avec l'avant-bras, parenté à travers les compos. Dans la compo du rig, je vais choisir le calque de l'os de l'avant-bras, et je parente. Et je peux enfin finir avec la main, parenté à travers les compos, sur l'os de la main. Voilà. Si je reviens dans la compo du rig, j'ai bien ici maintenant ma parenté qui fonctionne, et l'intérêt c'est que du coup mon contour blanc s'adapte bien puisque les calques sont précomposés, donc le contour blanc se place comme il faut. Je vais simplement parenter les poils à l'os de l'avant-bras aussi, ce qui me permet maintenant d'utiliser l'autorig sur tous ces os pour terminer le rig du bras. Et puis, je peux masquer les os. Je vais pas les verrouiller, parce qu'on va en avoir besoin pour le connecteur, mais simplement les masquer, pour voir un peu ce qui se passe. Donc voilà la base du rig du bras, et du coup on voit qu'on a plein de problèmes, à cause du placement du pivot, de la taille des formes, de toutes ces choses-là. Donc ce qu'on va voir, c'est comment on va pouvoir utiliser le connecteur pour terminer ce rig, pour améliorer toutes ces déformations en fonction de la façon dont le bras va plier. Pour apprendre comment terminer le rig complet de ce bras en utilisant le connecteur, vous pouvez suivre la formation complète et officielle à Duik Angela sur rxlaboratory.org. Le lien est dans la description de la vidéo.